Bien, donc je vais essayer en quelques minutes de vous présenter l'esprit de ce projet et puis son organisation, que vous en compreniez la dynamique. Dynamique, c'est le mot, puisque effectivement, il est financé en très grande partie par la région des Pays de la Loire, comme l'a dit tout à l'heure Madame Houel, dans le cadre de cet appel à projet dynamique scientifique. Et nous avons commencé à travailler grâce au soutien de la région et également de l'Université de Nantes, donc depuis janvier 2017. Ça fait donc 5 mois que nous travaillons dans le cadre de Data Santé. Patricia l'a rappelé tout à l'heure, en fait, cette idée est émergée il y a environ 2 ans, 2 ans et demi, autour de cette question des données, de l'utilisation d'algorithmes pour traiter ces données et de l'objectif de la médecine personnalisée qui doit bénéficier de ces données et de ces algorithmes. C'est une chose courante aujourd'hui de dire qu'il y a là une transformation fondamentale de la médecine. J'aime bien illustrer cet aspect avec ces 2 représentations de l'homme de Vitruve. En haut, vous avez évidemment le dessin réalisé par Léonard de Vinci autour de 1490, et puis une représentation contemporaine de cet homme de Vitruve qu'on trouve facilement sur Internet. On peut même l'acheter d'ailleurs sur Internet si on veut une définition meilleure que celle-là, ce que je n'ai pas fait. Et vous voyez que cet homme de Vitruve est entouré par des 0 et des 1 qui évidemment évoquent le numérique, les données. Et il y a une différence notable entre ces deux représentations qui sont donc séparées par 5 siècles. L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci est dessiné donc par Léonard environ une 50aine d'années après l'invention de l'imprimerie. Donc le moyen qu'on avait à l'époque pour transmettre de l'information. Et finalement, cet homme de Vitruve reconsidéré par un graphiste aujourd'hui est dessiné une 50aine d'années après l'émergence de l'informatique et au moment où les données se développent et sont utilisées en grand nombre. Il y a là un contraste qui effectivement incite à penser que la médecine est dans une phase de transformation extrêmement importante. Ce discours, on l'entend continuellement et c'est parfaitement légitime. Reste à essayer de prendre la mesure de cette transformation, reste à l'analyser avec tous les moyens possibles pour comprendre effectivement ce qui est en jeu aujourd'hui et ce que cette transformation représente. Les SHS, nous semble-t-il, sont des outils, un ensemble d'outils absolument remarquables pour traiter de cette complexité, analyser cette nouvelle complexité qui concerne la médecine aujourd'hui. Et c'est donc autour de cette idée que nous sommes organisés depuis 2 ans et demi, 3 ans, pour essayer de rassembler des disciplines de SHS et étudier cette nouvelle situation. Donc autour de 3 objets, les big data, les données en grand nombre. On ne va pas s'attendre ce matin sur l'usage de ces termes, mais big data est couramment utilisé, même si les big data évoquent souvent des masses de données que la médecine aujourd'hui n'utilise pas nécessairement. On peut très bien être dans d'autres échelles, on est dans d'autres échelles inférieures dans le cadre des programmes qui vont nous intéresser, les algorithmes et la médecine personnalisée, ce sont nos 3 objets. Mais on s'est très vite rendu compte que pour ne pas rester dans les idées générales, il nous fallait déterminer en fait des programmes, des objets sur lesquels nous allions pouvoir travailler, en organisant notre recherche autour de ces 3 axes, donc les données, les algorithmes et puis la question de l'application aux transformations de la médecine. Et ces programmes, en fait, sur lesquels nous avons décidé de travailler, de focaliser, de mobiliser différentes disciplines de sciences humaines et sociales, ce sont des programmes que nous avons identifiés en Pays de la Loire, des programmes de biologie et de médecine, de biomédecine, qui sont aujourd'hui en cours de développement dans des laboratoires donc ligériens, et ce sont devenus nos objets de recherche pour les SHS et dans le but donc d'analyser ces transformations. Donc ces programmes vont vous être présentés par
leurs animateurs ou des représentants de leurs animateurs cet après-midi. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, ça sera fait très très bien cet après-midi. Juste, je vous en donne les thématiques de manière extrêmement succincte. Il y a le programme symétrique que vous avez évoqué tout à l'heure, Madame la Vice-Présidente, qui est déjà financé par la région Pays de la Loire, mais qui est un objet d'étude pour nous, ce qui est tout à fait différent, qui est un programme qui travaille sur les données, la mise en interopérabilité d'un certain nombre de données. Je dis les choses de manière extrêmement succincte et ce sera sans doute rectifié et approfondi cet après-midi. Un programme qui porte sur la cancérologie, plus particulièrement sur le cancer du sein et sur ce sont des questions de psychologie des patientes qui sont mobilisées ici. Le programme Bioscreen qui a été développé par Pierre-Antoine Gouraud et qui donc porte sur la sclérose en plaques et nous sera détaillé cet après-midi par Pierre-Antoine. Et puis deux autres programmes donc, de biomédecine qui ont une particularité, c'est qu'ils sont entrés dans le dispositif Data Santé en cours d'élaboration du programme Data Santé. D'abord, le programme qui concerne la mise en place ce qu'on appelle une connectivity map, c'est-à-dire l'agrégation dans une base de données de données de nature extrêmement différente sur une maladie particulière qui est le syndrome de Brugada, donc une pathologie cardiaque, je ne rentre pas dans le détail, ce sera indiqué cet après-midi. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de se lancer dans une connectivity map dans le cadre Data Santé, cette idée de se lancer dans cette expérimentation, dans ce travail scientifique, a émergé lors des discussions d'élaboration de Data Santé. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité, me semble-t-il, fonctionnait déjà à plein alors que nous étions en train de construire Data Santé, puisque les SHS étaient déjà rassemblés autour de 3 programmes et les scientifiques présents dans ces temps d'élaboration ont eu l'idée d'un programme scientifique qu'on a donc inscrit dans Data Santé, qui va se développer au fil de Data Santé, avec du coup des philosophes et historiens qui vont être embarqués dans le programme scientifique pour regarder tout ça de très près. Et c'est le moment à peu près où nos collègues angevins, spécialistes des maladies mitochondriales, donc c'est le logo Prémi que vous voyez ici, ont choisi pour rentrer dans la dynamique de Data Santé en saisissant le fait que cette technologie de la Connectivity Map qui serait mise en œuvre dans Data Santé serait tout à fait utile dans leur propre projet. Et donc, il y a une dynamique, en quelque sorte non tangée, qui s'est mise en place sur le plan scientifique, catalysée par Data Santé, alors même que nous étions en train de concevoir ce projet. Alors, vous l'avez dit, c'est un consortium assez important, d'une 50aine de chercheurs. Au total, on peut dénombrer une vingtaine de partenaires. Vous retrouverez les membres présents, que vous soyez partenaire principal ou partenaire secondaire, le nom de vos laboratoires dans les 2 listes que je passe évidemment trop vite pour que vous puissiez les lire. Mais vous avez énuméré certains laboratoires tout à l'heure, madame. Et de fait, on trouve des laboratoires d'un grand nombre de disciplines académiques dans le champ des SHS, de l'histoire, de l'épistémologie, de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, du droit, de l'économie, peut-être à développer, mais de l'économie en perspective au moins, de l'informatique, avec toutes ces subtilités, les liens entre informatique et bioinformatique, et puis de la biologie, de la médecine. Et on essayait d'élaborer ensemble donc ce projet, de problématiser ce projet. Je pense qu'un des aspects extrêmement importants dans le développement des programmes interdisciplinaires, c'est le fait que l'on puisse prendre du temps pour discuter, pour échanger,
et problématiser ensemble. C'est-à-dire que chaque discipline formule ses problèmes et que le groupe puisse construire la problématisation en reliant ces problèmes. C'est ce que j'appelle un espace commun de problématisation. Alors, 50 chercheurs, ce sont les chercheurs qui ont adhéré à ce projet et qui figurent donc effectivement dans le dossier. Ça ne serait pas possible, évidemment, de développer un programme celui-là s'il n'y avait pas du personnel financé. C'est là que le soutien de la région est absolument crucial, puisque l'ambition qu'on a est tout de même assez considérable sur le plan scientifique, et ce n'est pas nous seuls, en tant que chercheurs ou enseignants-chercheurs statutaires, déjà légèrement surchargés, comme vous le savez tous. Nous ne serions pas en mesure de développer tout ça tout seul. Donc un certain nombre de personnels vont être financés durant ces 5 années. Vous en avez la liste ici, un doctorant, 5 post-doctorants en droit, en psychologie, en sociologie, en histoire de la santé, 2 ingénieurs de recherche, et donc en sociologie, en bioinformatique, et un ingénieur de recherche chargé de l'animation et de la coordination du projet, qui est Karine Lejeune, et que j'avais prévu de remercier à ce moment-là, et qui est donc partie. Je le ferai tout à l'heure. Si j'oublie, vous me le rappelez. Et donc, la dynamique est lancée depuis 5 mois, puisque nous avons commencé au 1er janvier. Et tous les postes qui sont en rouge sont d'ores et déjà pourvus. Les collègues sont à l'œuvre ou vont être recrutés d'ici la fin du mois de juin. Et donc, Karine, pour sa part, avait été recrutée un petit peu avant à la fin 2016. Et Karine, j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu fais depuis 5 mois dans le cadre de ce programme et pour l'organisation parfaite de cette journée. Donc ces recrutements sont largement commencés. Les autres, ceux qui apparaissent encore en noir, vont être réalisés en général durant l'année universitaire 2017-2018, ce qui fait que quand vous voyez la durée des programmes qui vont être confiés aux personnes recrutées, ces programmes se termineront avant la fin de Data Santé. Il y aura au moins une année de synthèse possible, alors que tous les travaux seront terminés. C'est quelque chose de très important. Alors, quelles sont nos activités? Si vous voulez vous joindre à nous, à quoi pouvez-vous participer? D'abord, une chose, c'est que vous êtes bienvenus à tout moment pour toute activité, et même à la dernière minute, etc. Vous pouvez toujours venir. Il y a notre atelier interdisciplinaire, qui est une sorte de séminaire que nous organisons à peu près toutes les 6 semaines, qui est ouvert à tous les membres du projet, qui sont invités systématiquement, et à toute personne intéressée par cette thématique. Ils viennent donc effectivement les membres du projet, mais également des collègues de l'université qui viennent pour telle ou telle séance qui les intéresse particulièrement. On reçoit aussi des doctorants des écoles doctorales ligériennes et maintenant de l'UBL. Nous avons, durant ces 5 ans, un programme de colloques et de congrès extrêmement important. Depuis le début, depuis janvier, il y a déjà eu plusieurs colloques. Un colloque qui a comparé l'utilisation des outils algorithmiques dans le domaine judiciaire et dans le domaine de la santé. Il y aura dans 15 jours, un colloque le 15 juin sur la psychiatrie et les big data. Demain, nous avons une journée d'histoire de la médecine dans le cadre des journées scientifiques de l'université. Et puis évidemment, cette journée de présentation et le programme 2017-2018 est déjà extrêmement chargé. Il se terminera d'ailleurs par probablement, enfin c'est même certain, l'accueil à Nantes du congrès de la Société de philosophie des sciences. Et il y aura une thématique sur
les big data et la santé. Donc on a un programme extrêmement chargé, ça va être comme ça pendant les 5 ans. Oui, Karine. Évidemment, un programme de publication. C'est toujours une question sensible que la question des publications, dès lors qu'on est dans le champ de l'interdisciplinarité. Beaucoup de gens s'inquiètent du devenir des chercheurs par rapport à ça. Parce qu'il n'est pas facile pour un chercheur d'aller publier dans un champ disciplinaire qui n'est pas le sien, c'est pas valorisant. On nous explique beaucoup de choses à ce niveau-là. Je crois que c'est en réalité la question est extrêmement simple. Chacun publie dans son champ disciplinaire, dans ses revues, dans son écosystème habituel. Et dans le cadre du programme, on organise des publications collectives qui sont effectivement interdisciplinaires. Et le bon moyen, c'est à ce moment-là de sortir des revues qui sont, elles, ciblées sur le plan disciplinaire et de faire des livres collectifs dans lesquels chacun fait un effort pour être lisible par un public universitaire éveillé et capable de s'intéresser à une discipline un petit peu voisine. Donc, c'est ce qu'on a fixé comme politique de publication. Il y aura des publications de spécialité et des ouvrages interdisciplinaires. Et je pense que de cette façon, on atteindra parfaitement notre objectif. Il faut également communiquer de l'information scientifique et des informations sur nos activités avec un public le plus large possible. Évidemment, le web est le meilleur outil aujourd'hui. Donc, on travaille à un site web qui sera le plus efficace possible. Et puis, on a également le projet de développer ce qu'on appelle aujourd'hui des webdocs, qui sont des ressources mises en ligne, caractère scientifique et caractère documentaire, qui pourront donc profiter à ce moment-là au plus grand nombre. Il y a un pan important dans le dossier qui est celui de la formation et qui a évolué et se développe depuis que le dossier a été déposé. C'est donc l'idée qu'on peut développer un certain nombre d'enseignements dans ce domaine. Il y a des UE de master qui sont en train d'être mis en place. Ça concerne également l'international puisque actuellement on est en train de mettre en place une UE de master qui va être mutualisée avec le Québec sur ces notions. Puis il y aura une école d'été qui sera organisée en 2018, si ma mémoire est bonne, ou 2019, à Angers. Puisque Angers, c'est le fer de lance de l'organisation des écoles d'été en Pays de la Loire. La valorisation économique est concernée aussi. Certains travaux des scientifiques peuvent être concernés par des brevets. Donc, souhaitons que ça fonctionne. Et évidemment, il y a quelque chose de très important qui est que ce projet doit être partagé avec le grand public. Donc, dans toutes les manifestations qu'on va organiser, les plus importantes, il y aura toujours un pan grand public, voire des manifestations spécifiques. On interviendra notamment dans le cadre de la fête de la science en octobre prochain. L'objectif de Data Santé, c'est d'arriver à construire au terme de ces 5 ans, de faire en sorte que les choses ne s'évanouissent pas avec la fin du projet. Ça serait assez désastreux. Il y a un réseau qui est en train de se mettre en place, il y a une dynamique qui est intéressante, et il est absolument nécessaire qu'il y ait une structure qui puisse pérenniser cet ensemble au terme de ces 5 années. Donc il s'agit pour nous, pendant ces 5 ans, c'est l'objectif à long terme de construire en Pays de la Loire un pôle qui sera une référence nationale et internationale, on l'espère. Alors, aujourd'hui, sont déjà avec nous dans ce projet, au-delà des 3 principales villes ligériennes, des collègues de Paris, de Tours, d'Amiens, de Lyon, de Toulouse, de Lausanne. Mais donc, on est en train d'embarquer des Québécois. On espère que petit à petit, le réseau va se... On a recruté un Italien récemment.
le réseau va s'élargir et se consolider à l'international. En tout cas, c'est ce à quoi on va travailler extrêmement activement. On va profiter pour ça, évidemment, de la dynamique de l'ICIT Next qui est en train d'être mis en place à Nantes. Donc il y a une sorte de logique à se développer tout en étant ancré dans la dimension régionale. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important. On peut tout à fait développer, structurer un réseau régional et viser que ce réseau soit reconnu au niveau européen, par exemple. C'est probablement la force d'une région dynamique comme celle-là. Et toujours à toutes les échelles, partager ça avec le grand public. Il faut que ça reste un aspect absolument récurrent de nos activités. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a éclairé pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Je vais maintenant, dans quelques instants, céder la parole à Maël Lemoine, qui est un de nos partenaires extrêmement actifs, qui est maître de conférence à l'université de Tours. Il va nous parler des données, des algorithmes et de la médecine personnalisée, une conférence un petit peu introductive. Ensuite, il y aura un buffet que nous invitons à partager. Ce sera le moment, je pense, de discuter. Et l'après-midi débutera avec une série de présentations de ces 5 programmes de recherche qui sont donc les objets des recherches de SHS. Mais la dynamique d'interdisciplinarité fait que on ne sait plus très bien qui est l'objet de qui. Et c'est ça qui est intéressant justement dans ces interactions. Donc je ne redonne pas la liste des projets, mais nous entendrons donc Angélique Bonneau-Antignac, Patricia Lemarchand qui nous présentera Connectivity Map, Alban Guignard, Pierre-Antoine Gouraud s'excuse, il ne pourra pas être là cet après-midi. Son clone n'est pas libre non plus, mais on l'aura en vidéo néanmoins. Et Vincent Procaccio interviendra enfin. Et l'après-midi se terminera avec une intervention de Sonia Desmoulins-Cancelier, qui est chargée de recherche au CNRS, qui appartient au laboratoire DCS de Nantes. Et donc, son intervention s'intitule « Data Santé, l'interdisciplinarité comme choix méthodologique ». Je vous remercie et je donne la parole à Maëlle.